Chers collègues, nous entamons l'interview du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, accordée aux médias russes et étrangers. Permettez-moi de donner la parole au correspondant. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Lavrov, bonjour Madame Zakharova. La question la plus importante à l'heure actuelle est celle des négociations. De nombreuses voix s'élèvent dans les cercles diplomatiques, parmi les experts et ainsi de suite. Pour dire les choses simplement, ils essaient de nous réconcilier de manière très active et différente. Mais la question est de savoir avec qui nous pouvons négocier à Kiev aujourd'hui. Kees Kellogg propose des initiatives qui seront prises par la nouvelle administration américaine si sa nomination est approuvée, bien sûr. Monsieur Lavrov, comment voyez-vous la situation en la matière ? En fait, beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet. Le président l'a abordé à plusieurs reprises, y compris lors de la ligne directe et avant cela aux réunions du club Valdai et lors d'autres rencontres. Nous ne pouvons pas nous contenter de paroles en l'air. Jusqu'à présent, nous n'entendons que des discussions sur la nécessité d'une sorte de trêve. Et ils ne cachent pas qu'ils ont besoin de cette trêve pour gagner du temps et continuer d'inonder l'Ukraine d'armes pour qu'elle se remette en ordre, procède à une mobilisation supplémentaire, etc. Une trêve ne mène à rien. Nous avons besoin d'accords juridiques définitifs qui fixeront toutes les conditions nécessaires pour garantir la sécurité de la Fédération de Russie et bien sûr les intérêts légitimes en matière de sécurité de nos voisins, mais dans un contexte qui consolidera, grâce au droit international, l'impossibilité de violer ces accords. Ces accords devraient tout d'abord s'attaquer aux causes profondes de la crise ukrainienne, dont les deux principales sont, premièrement, la violation de tous les engagements de ne pas faire avancer l'OTAN à l'Est et de la prise de contrôle agressive par l'OTAN de tout l'espace géopolitique jusqu'à nos frontières. L'Ukraine était vouée à ce même sort et encore aujourd'hui, on ne cesse d'en parler. La deuxième cause profonde concerne bien sûr les actions complètement racistes du régime de Kiev après le coup d'État, lorsqu'il a officiellement annoncé et ensuite légiféré l'extermination de tout ce qui est russe. La langue, les médias, la culture et même l'utilisation de la langue russe dans la vie quotidienne. Et ensuite, l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Par conséquent, lorsqu'on entend dire que la Russie pose des conditions préalables, il ne s'agit pas en fait de conditions préalables, il s'agit d'une demande de respect de ce qui était convenu auparavant. Il s'avère qu'ils nous ont menti. Quand ils nous ont assuré que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est, quand ils ont souligné leur engagement à régler le conflit conformément à la charte de l'ONU, mais en oubliant toutefois que cette charte réaffirme non seulement le principe de l'intégrité territoriale, mais aussi le principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples. Or, l'Assemblée générale a pendant longtemps examiné le lien entre ces principes et a décidé, dans sa sagesse, à l'unanimité qu'il fallait respecter l'intégralité territoriale de tous les pays dont les gouvernements respectent le principe d'autodétermination des peuples et, de ce fait, représentent toute la population vivant sur le territoire en question. Comment le régime nazi de Kiev peut-il représenter les intérêts des habitants de la Crimée, du Donbass et de la Nouvelle-Russie qu'il a qualifié de terroristes immédiatement après le coup d'État et contre qui il a lancé une opération militaire, comme il l'appelle, antiterroriste.
En fait, les initiatives de la Chine ou du Brésil sur la crise ukrainienne soulignent l'importance de respecter la Charte des Nations Unies. Le principe de l'intégrité territoriale est de temps en temps mentionné. Nous nous entretenons avec nos amis chinois et brésiliens ainsi qu'avec d'autres pays qui coopèrent à la promotion de cette initiative bien intentionnée. Nous sommes convaincus que la Charte des Nations Unies ne se limite pas au seul principe de l'intégrité territoriale. Le principe de l'autodétermination des peuples n'est pas moins important. Sans ce principe, la décolonisation des peuples africains et d'autres aurait probablement posé problème. C'est ce principe qui est devenu la base juridique internationale de la décolonisation. Et la décolonisation a reflété le refus, la réticence et l'impossibilité des peuples africains de vivre sous le contrôle des colonisateurs. De la même manière, les peuples de Crimée, du Donbass, de Nouvelle-Russie ne veulent pas, ne peuvent pas et ne vivront jamais sous la domination des nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev. Le principe d'autodétermination des peuples entre ainsi en vigueur. Ils se sont autodéterminés. Les Criméens l'ont fait en 2014 et il y a quelques années, le Donbass et la Nouvelle-Russie l'ont fait aussi. Et ce sont déjà des réalités qui figurent dans notre Constitution. Par conséquent, si nous voulons discuter sérieusement, nous ne devons pas traiter les principes de la Charte des Nations Unies de manière sélective, mais dans leur intégralité et dans leur interrelation. Et bien sûr, sans oublier le principe du respect des droits de l'homme, si cher à l'Occident. Le principe n'a pas été inventé par l'Occident, il est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Le tout premier article de la Charte stipule que chacun est tenu de respecter les droits de l'homme, sans distinction de sexe, de race, de langue et de religion. La langue russe a été exterminée par la loi en Ukraine. La religion canonique, l'Église orthodoxe ukrainienne, est interdite. Par conséquent, je pense que tous ceux qui veulent sincèrement aider à trouver les bases d'une résolution de la crise ne peuvent pas ignorer ses causes profondes. Permettez-moi de vous rappeler que le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, dans son initiative sur la sécurité mondiale de février 2023, consacrée en général aux conflits de toutes sortes et aux principes de leur règlement, a souligné dans le texte de ce document la nécessité de voir et d'éliminer les causes profondes de tout conflit afin de le résoudre. Vous avez mentionné M. Keith Kellogg, qui est annoncé comme le futur envoyé spécial du président Trump pour l'Ukraine. Il a déclaré récemment que nous avions assisté à une tentative de la Russie et de l'Ukraine dans le cadre du processus de Minsk qui a échoué. Nous ne la répéterons donc pas, a-t-il dit. En fait, Kellogg doit approfondir le dossier ukrainien. Les accords de Minsk n'étaient pas une tentative, c'étaient des documents signés, des documents garantis par une déclaration supplémentaire des dirigeants de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne, qui disaient que la sécurité euro-atlantique prendrait en compte les intérêts de tous les pays, qui disait que les efforts seraient rétablis pour créer un espace commun de l'Atlantique au Pacifique. Et elle disait beaucoup de choses. Rien de ce qui était écrit dans cette déclaration, ainsi que dans les accords de Minsk eux-mêmes, concernant les responsabilités du régime ukrainien, n'a été réalisé. Je voudrais souligner une fois de plus qu'il s'agit d'un document qui a été validé, signé au plus haut niveau et approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Kellogg devrait donc vraiment approfondir la question. Les accords de Minsk n'étaient pas une tentative. Il s'agissait d'une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été piétinée avec l'approbation des États-Unis. Et Poroshenko, qui était alors président de l'Ukraine, a signé, ainsi que l'ancienne dirigeante allemande Merkel et Hollande. Tous trois ont admis, il y a un an je crois, qu'ils n'avaient pas l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk. Ils avaient en fait besoin de temps pour remplir d'armes l'Ukraine. Et maintenant, toutes ces idées qui sont dans l'air, qui sont beaucoup moins contraignantes que les accords de Minsk, poursuivent pratiquement le même objectif, gagner du temps,
pour le régime nazi. Comme l'a dit le président Poutine, nous sommes prêts à examiner toute proposition sérieuse et concrète. Il est probablement prématuré de spéculer et de lire dans le marc de café. J'espère vivement que l'administration Trump, y compris M. Kellogg, se penchera sur les causes profondes du conflit. Et nous sommes toujours ouverts à des consultations. Ouverts, encore une fois, si quelqu'un ne comprend pas notre position, que nous avons à plusieurs reprises et de manière accessible très clairement énoncée, nous sommes toujours prêts à confirmer cette position. Nous sommes ouverts à toute négociation à condition qu'elle porte sur l'essentiel, sur les causes profondes, sur les principes que le président Poutine a énoncé en juin de cette année en s'exprimant ici au ministère des Affaires étrangères et qui, je tiens à le souligner, ne sont pas des conditions préalables. Il s'agit d'une obligation de mettre en œuvre ce que tout le monde a signé en adoptant la Charte des Nations Unies. La parole est à China Media Group. Merci Madame Zakharova. Monsieur le ministre, vous avez déclaré dans une interview récente que les Européens et les Américains devenaient toxiques quand quelqu'un les voyait s'entretenir avec vous. Et les Européens en général s'enfuient lorsqu'ils vous voient. Avec une telle attitude de la part des politiciens occidentaux, est-il possible de résoudre les problèmes internationaux les plus graves ? La diplomatie en tant qu'outil de politique étrangère est-elle encore pertinente dans la vie de la communauté internationale aujourd'hui? Ma deuxième question concerne la coopération avec les pays du Sud. La Russie s'efforce de consolider la majorité mondiale. Elle a réuni les forces du Sud lors du sommet des BRICS à Kazan. Notre société, en collaboration avec VGTRK, a organisé une table ronde pour les médias des pays des BRICS, au cours de laquelle les participants ont décidé à l'unanimité de créer un mécanisme d'accès équitable à une information impartiale. L'année prochaine, la Chine accueillera le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et nous célébrerons ensemble le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme. Selon vous, quelles mesures les pays du Sud ainsi que la Chine et la Russie devraient-ils prendre, notamment dans le domaine des médias, pour protéger l'ordre international établi après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la paix dans le monde? Merci. Merci à vous. Nous pouvons nous plaindre pendant longtemps des pratiques utilisées par nos collègues occidentaux en matière de communication internationale, mais cela ne sert à rien, car ils ont pris la décision politique d'isoler la Russie dans tous les sens du terme. Des demandes insensées sont adressées aux autres pays, ne pas rencontrer les représentants russes, ne pas les accueillir, ne pas visiter la Russie, interrompre les échanges commerciaux, acheter à leur détriment des ressources énergétiques plus chères. Telles sont les pratiques de la soi-disant diplomatie occidentale qui repose entièrement sur des menaces, des sanctions, des punitions et du chantage. D'ailleurs, Josep Borrell, qui a quitté ses fonctions de chef de la diplomatie européenne récemment, étant libéré du joug des obligations officielles, a déclaré, il y a une dizaine de jours, que l'Occident n'avait pas réussi à isoler la Russie. L'UE avait promis d'aider Kiev autant que nécessaire, mais rien n'est sans limite. Pour ce qui est des sanctions, il a déclaré franchement que la Chine avait remplacé l'Europe et les pays du G7 dans les relations commerciales et économiques avec la Russie. Je suis sûr qu'il n'a pas eu cette révélation la semaine dernière. Tout le monde comprend depuis longtemps que les sanctions occidentales nuisent avant tout aux habitants des pays qui les imposent. Aux États-Unis, il y a eu récemment une tempête que le président Biden a d'abord ignorée avant de se rendre sur les lieux. Rappelez-vous, les indemnités ridicules de $700 versées par personne.
Cette attitude à l'égard de son propre peuple a suscité de vives réactions, alors que des dizaines, plus d'une centaine, 150 milliards de dollars ont été envoyés à l'Ukraine en 2 ans. En France aussi, les récoltes ont été mauvaises, il y a eu une crise agricole et les agriculteurs ont manifesté, l'industrie allemande s'est tout simplement effondrée. C'est à eux de savoir comment se comporter. Mais j'ai l'impression que la politique des Américains est une politique d'élimination des concurrents. En ce moment, ils essaient d'éliminer la Russie. Ils commencent à s'en prendre à la Chine. Ils restreignent déjà l'approvisionnement de la Chine en puces et en composants microélectroniques afin de freiner son développement technologique.